il me semble assez évident que dans la très très grande majorité de ce genre d'assemblée, on parle du transhumanisme, on fait parler les transhumanistes, mais on ne donne à peu près jamais la parole à des personnes qui revendiquent la pensée transhumaniste. Et encore aujourd'hui, eh bien, voilà, vous aurez constaté, enfin depuis hier, que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre beaucoup de personnes qui se réclament directement de cette pensée. Je pense que je serai même le seul jusqu'à la fin de la journée. La France compte sans doute encore peu de personnes qui se réclament du transhumanisme, mais bon, enfin, vous en pensez ce que vous voulez. Vous aurez vu depuis hier, et en discutant avec d'autres personnes, on peut se demander en effet si même la société française n'est pas déjà très avancée en fait dans le sens de la pensée transhumaniste. C'est-à-dire qu'on fait peut-être beaucoup de transhumanisme sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de chercheurs, parmi même, je m'avancerai à dire, ceux qu'on a entendus hier ou aujourd'hui, qui sont, de mon point de vue, dans un axe transhumaniste. Simplement, ils ne s'en rendent pas compte encore, ou bien ils utilisent ou ils refusent d'utiliser le terme transhumanisme parce qu'ils s'en servent comme repoussoir, principalement. Alors, je n'ai pas du tout le temps aujourd'hui de développer pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que les choses sont comme je l'avance. Simplement, je pense qu'à la source, il y a un énorme malentendu. Pour dire les choses rapidement, très rapidement, la présentation du transhumanisme qui nous est faite par les médias, par un grand nombre d'analystes, de philosophes, et surtout celle du transhumanisme anglo-saxon, celle qui nous présente un transhumanisme néolibéral, facilement scientiste et parfois libertarien. En fait, le transhumanisme est une nébuleuse bien plus complexe que ça. On nous la présente comme un bloc, on dit le transhumanisme, les transhumanistes, etc., alors qu'il y a une infinie diversité dans le transhumanisme. Le transhumanisme étant sans doute une pensée qui est perpendiculaire, complètement transversale à nos réflexions, nos codes socio-économiques traditionnels. Donc on peut interpréter le transhumanisme, ou on peut se réclamer du transhumanisme à travers toute une grande diversité d'interprétations. Je sais pas, en politique, vous pouvez être un transhumaniste de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du milieu, du centre ou d'ailleurs. Tout est possible. Maintenant, donc je vous parle en tant que porte-parole de l'association française transhumaniste, dont le petit nom est Technoprog. Et on m'a demandé plus particulièrement de parler du cyborg dans notre perspective, c'est-à-dire dans la perspective techno-progressiste, c'est-à-dire une interprétation donc, du transhumaniste qui, elle, se veut attentive à la question des risques sanitaires et des risques environnementaux, et peut-être encore plus à la question sociale. Donc un tout autre transhumanisme, peut-être que celui dont vous avez entendu parler jusqu'à présent. Alors je me poserai rapidement la question, donc qu'est-ce que c'est que le cyborg du point de vue transhumanisme en général, et puis j'envisagerai donc un certain nombre de risques, les risques auxquels pensent eux-mêmes les transhumanistes, qui sont toujours dans l'anticipation, donc ils voient très souvent les risques, et puis éventuellement ensuite, donc, eh bien, quels espoirs nous pouvons estimer placer tout de même dans le transhumanisme. Je ne vais pas vous infliger une définition complexe et longue du cyborg. Je vais me contenter de redire, ce qui a déjà été dit, donc il s'agit a priori d'un acronyme, organisme cybernétique, mais simplement, en insistant sur un petit point d'étymologie, donc de rappeler qu'il s'agit d'un organisme qui s'est doté d'un gouvernail. La cybernétique, c'est kybernétique en grec, kyberneio c'est le gouvernail en grec. Un gouvernail artificiel, dont il l'espère, donc il va l'aider à se diriger dans quelque direction. D'un point de vue transhumaniste,
cette notion de cyborg, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis que l'homme est homme. L'humain est d'une certaine façon transhumaniste par nature, parce qu'il coévolue avec les origines de ses outils, depuis l'origine avec ses outils et ses techniques. Le transhumaniste se retrouve dans la pensée de ceux qui, avec par exemple Peter Sloterdijk, on a cité, parlent d'une anthropotechnique. Mais le transhumanisme va sans doute encore plus loin que cette constatation-là. Il appelle à une véritable prise en main ou à la tentative d'une prise en main volontaire et responsable de l'évolution de l'humain par lui-même. Quand on prend en main, on ne sait pas très bien si on va réussir à se servir de l'outil. Mais enfin, on essaie et on a un objectif. Ça ne signifie pas qu'il y a volonté de maîtrise absolue et totale comme on a pu l'entendre. Mais il y a la volonté, en effet, de prendre en main. Jusqu'à présent, lorsque nous inventions un outil, nous ne nous rendions pas bien compte à quel point est-ce que cela pouvait nous servir de gouvernail. Nous avons utilisé le feu ou les vêtements pour notre confort, pas pour aller dans une direction prédéterminée. Les lunettes pour rétablir une vue satisfaisante, le vaccin, par exemple, pour prémunir de la maladie, etc. Mais pourtant, si on y réfléchit bien, chacun de ces usages, eh bien, il a contribué à nous modifier, voire peut-être à nous améliorer, et aussi bien à l'échelle individuelle, celui qui porte les lunettes, qu'à l'échelle collective, une communauté entière dans laquelle on peut corriger la myopie. Ça change, et ça change même d'un point de vue génétique. Je veux dire, très rapidement, les myopes survivent mieux dans une société où on peut porter des lunettes. Sur le très long terme, donc toutes ces modifications sur le très très long terme, elles ne peuvent qu'influencer que jusqu'à notre patrimoine héréditaire. À partir du moment où nous savons que nous sommes en mesure d'utiliser les artefacts pour donner une orientation volontaire à notre évolution, nous nous retrouvons face à la question du choix. Nous nous sommes rendus compte que nous possédions un gouvernail. Où va-t-on ? Du point de vue de la quasi-totalité des transhumanistes, je pense, il n'y a pas de sacralité du vivant. En général, la prédominance est plutôt accordée... Pardon, je pense que je suis en retard d'une diapo. Voilà. La prédominance est plutôt accordée à la pensée, et notamment à la pensée consciente. Mais pas dans une conception dualiste et spiritualiste. Non, considérant ce que nous disent les neurosciences, la pensée est d'abord conçue comme une propriété émergente d'un support matériel. Le support en question, il est susceptible d'évoluer de manière très très diverse vers des formes biologiques ou des formes éventuellement non biologiques ou partiellement biologiques, et on peut imaginer tous les degrés possibles donc de fusion entre ces deux pôles. Peu importe. Ce qui importe, c'est d'une part la résilience, c'est-à-dire la capacité de s'adapter et à perdurer, et puis d'autre part la liberté. C'est-à-dire, quand je dis liberté, notamment la possibilité de réellement pouvoir choisir son corps, choisir réellement, voulant dire en faisant abstraction des possibilités de pression sociale ou économique. Au final, l'objectif majeur de la cyborgisation en cours, c'est sans doute d'assurer au mieux la pérennité d'une pensée consciente. Les risques liés à la fusion homme-machine sont très divers, et donc je ne vais pas pouvoir traiter tout ce qui peut être envisagé. Je vais m'intéresser principalement pour aujourd'hui à ce qui me paraît personnellement sans doute le plus important, c'est-à-dire tout ce qui met en jeu notre identité, ce qui dit « je » en nous. Tout d'abord, donc, la question de ce qui est constitutif de soi. Comme nous l'a rappelé le professeur Viala hier matin, dans son souci de garantir la dignité humaine,
Le législateur a élaboré un ensemble de concepts, et notamment le concept d'élément constitutif de l'intégrité corporelle. C'est selon ce principe que les parties de notre corps ne peuvent pas, par exemple, faire l'objet d'un commerce. L'individu n'est pas considéré comme propriétaire de son corps. Et par ailleurs, notamment en France, on se bat contre le brevetage du vivant, qui nous paraît souvent une idée odieuse. A l'inverse, les prothèses, les implants, eux sont considérés comme des objets a priori. Ils sont en général à l'origine la propriété de leurs fabricants, lesquels les vendent, mais ils en conservent soigneusement, jalousement, les secrets de fabrication et de fonctionnement. Cependant, la cyborgisation progressive a commencé à faire apparaître de sérieuses contradictions, ainsi que l'existence de nombreux vides dans notre juridiction. L'idée que avançait le professeur Viala hier, à savoir que tout ce qui était incorporé devait être considéré comme donc faisant partie de ce qui est constitutif de chacun, il me semble que c'est une idée qui a besoin encore de faire du chemin. Je vais prendre l'exemple du pacemaker, parce que c'est à la fois le plus ancien des implants, et puis qui s'adresse aussi à cet organe qui est encore hautement symbolique, qui est le cœur. Le cas le plus emblématique que je connaisse, c'est celui de Karen Sandler. C'est une avocate américaine qui est en même temps une militante du logiciel libre. Une des personnages tout à fait en avant donc dans la lutte pour le logiciel libre. Il lui est arrivé qu'elle ait dû se résoudre à porter un défibrillateur. Or, un pacemaker, défibrillateur, c'est un appareil hautement technologique, électronique, ce qui signifie qu'il fonctionne à base d'algorithmes, et là aussi constitutif de son intégrité corporelle qu'ait pu lui paraître son cœur, à partir du moment où elle a dû porter ce stimulateur cardiaque, elle s'est rendue compte qu'elle n'en était plus entièrement libre. Elle s'est heurtée au mur de l'administration, de la Food and Drugs Administration, donc c'est l'agence américaine qui est chargée de l'agrément des aliments et des médicaments, et puis surtout, elle s'est heurtée à la logique propriétaire des concepteurs qui lui ont interdit l'accès au code source d'un appareil dont pourtant dépend sa vie. Et ça va même plus loin, puisqu'elle a démontré, expliqué tout simplement, que tout algorithme est susceptible de connaître des bugs. Et par ailleurs, que la communauté du logiciel libre a montré de nombreux exemples qu'elle est capable d'améliorer le fonctionnement des algorithmes. Donc, en quelque sorte, elle pourrait elle contribuer à sauver sa propre vie et à la vie de tous les porteurs de pacemaker. À l'inverse, c'est au nom de l'éthique qu'on interdit donc la propriété d'un individu sur les constituants biologiques, sur ses organes, de son propre corps donc. Et puis, au nom de la logique économique, on permet à des entreprises d'être propriétaires et de faire commerce de structures matérielles ou logicielles qui deviennent bien constitutives de notre intégrité corporelle. À l'inverse, notre attitude première, et celle des autorités en général, face à des personnes qui prétendent que certains artefacts technologiques sont devenus vraiment des constituants de leur intégrité corporelle, c'est de la rejeter, de l'empêcher complètement. Vous avez peut-être déjà croisé ces figures. La première personne à gauche, c'est Steve Mann, donc un Canadien, ingénieur, qui s'est constitué, fabriqué lui-même une prothèse visuelle qui est dotée d'une caméra. C'est une espèce d'ancêtre de Google Glass, si vous voulez. Il y a une caméra, on la voit, elle est sur son œil véritablement à lui, et elle a la possibilité de filmer de manière continue. Il y a une différence avec les Google Glass, c'est que l'appareillage de Steve Mann est vissé à son crâne. Mais cela, il semble que les employés du McDonald's des Champs-Élysées, où il est descendu avec sa famille il y a 2-3 ans, un été, ne le savaient pas. Et donc, quand ils se sont rendus compte que l'appareillage en question était susceptible de filmer, ils l'ont mis à la porte, ils ont essayé de lui arracher dans sa prothèse, ils l'ont blessé,
petit peu. Et donc, ils ont considéré que c'était un appareil photo, une caméra, et le règlement disait qu'il était interdit, sachez-le, hein, il est interdit de prendre des photos ou de filmer dans le McDonald's des Champs-Élysées. Donc, ils n'ont pas conçu un seul instant que cet appareil pouvait être autant lié à sa personne. À droite, Neil Harbisson, peut-être encore plus célèbre. Donc, il est doté, congénitalement, enfin doté, oui, pourquoi pas, donc d'une différence qui fait qu'il ne voit pas les couleurs. Et donc, progressivement, il a fait se développer une prothèse, vous voyez, qui lui est attachée derrière le crâne et qui pend à l'avant de sa tête, et qui transforme toutes les perceptions lumineuses en code sonore. Il entend les couleurs. Il a développé d'ailleurs quantité d'autres choses. Il écrit de la musique sous forme colorée. Enfin, il y a tout un ensemble, c'est assez formidable à découvrir. Il s'est battu pendant près d'une dizaine d'années contre les autorités britanniques pour obtenir une chose toute simple. Pouvoir figurer sur la photographie de son passeport avec sa prothèse. La position première de l'administration a été no. Et quand même, peut-être que, je sais pas, de l'autre côté de la Manche, on est un peu plus ouvert à ce genre de choses, tout récemment, il a fini par obtenir cette autorisation, et de ce point de vue-là, alors bon, enfin, il prétend être le premier, lui aussi, après Kevin Warwick, donc Neil Harbisson prétend être le premier donc cyborg officiel. Voilà, comme plusieurs personnes avec moi, il va falloir que j'aille plus vite et que j'abrège. Bon, deux exemples qui sont exceptionnels pour l'instant, mais qui montrent à quel point notre mentalité occidentale, peut-être, considère comme absolument inconcevable et inadmissible qu'un objet fabriqué comme ça fasse partie de nous-mêmes. Eh bien, ce que diront les transhumanistes, et notamment les technoprogressistes, c'est que si nous restons arc-boutés sur ces valeurs-là, sur ces dissociations-là, donc vivant inerte, sacralisation du vivant, réification à l'inerte, eh bien, nous courons le risque d'aller finalement vers de nouveaux reculs de nos libertés et vers de nouvelles injustices. Je vais aller plus vite sur l'idée du risque de la perte de contrôle. Il y a beaucoup d'exemples. Je pourrais développer sur, par exemple, la possibilité du télécontrôle, c'est-à-dire du hacking à distance d'une prothèse qui, par exemple, comme les pacemakers les plus récents, donc, permettent aux médecins de vérifier les informations sans avoir à chaque fois ouvrir, si je peux dire, le coffre. Donc, il y a une télécommunication, on peut hacker ces télécommunications. Imaginez tous les risques de contrôle. Ça a déjà été prouvé depuis 2012. On sait qu'on peut hacker un pacemaker. J'aurais voulu développer davantage sur l'idée que le contrôle, il peut s'exercer tout simplement parce que à partir du moment où on incorpore des parties qui sont renouvelables, qu'on peut améliorer, eh bien, il peut y avoir la tendance à toujours vouloir être au dernier cri, avoir le dernier, le gadget peut-être cyborg le plus efficace, et on peut penser à tout le contrôle sociétal d'une part, et d'autre part économique, bien sûr, les salariés étant priés de bien vouloir modifier ou changer de prothèse, donc pour être au top. Alors, je passe très rapidement sur cette idée-là, mais vous imaginez également tout ce qu'on pourrait en dire. Le risque du contrôle est tout à fait important. Je passe à quelque chose qui, pour moi, a une importance plus grande encore, qui est la question de l'identité humaine et de celle du libre arbitre. Plusieurs d'entre vous étaient là ce matin, ont entendu Daniel Serki rappeler la parabole du bateau de Thésée. J'ai plus le temps de la redire. Mais donc l'idée que, en changeant pièce par pièce, eh bien, on en arrive à quelque chose qui peut être complètement différent, ou bien pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée qui est là sur le port du Pirée, que Thésée a ramené et qu'on voit depuis des décennies et des décennies, voire des siècles, ou bien, puisqu'il n'y a plus aucune planche équivalente, en fait, ça n'est plus du tout le même bateau. Alors, cette parabole, bon, elle n'est pas applicable aux vivants complètement, mais elle permet de poser, je pense, quelques bonnes questions. Qu'est-ce qui est important dans la conservation de l'identité d'un individu? Est-ce que c'est la conservation de ses parties? Est-ce que c'est la conservation de sa structure, la forme du bateau? Est-ce que c'est simplement la continuité de son histoire, le fait qu'on le voit toujours là à la même place? Ou est-ce qu'encore le discours qu'on tient à son sujet? Ceci est le bateau de Thésée.
Je partage l'idée que l'histoire et le discours sont essentiels, alors que la conservation des parties et même de la structure sont accessoires. Ce qui est important dans la conservation de l'identité, c'est la continuité diachronique, la possibilité de tenir un discours d'identité sur moi-même, pouvoir continuer à dire jour après jour, quand je me réveille, je suis moi. Par conséquent, un risque que nous fait courir la cyborgisation galopante, c'est surtout celui de la rupture. Il faut se méfier juste des évolutions trop rapides, celles sur lesquelles on n'a pas de recul. Mais en échange, dans la mesure où la continuité est préservée, il n'y a pas de limite théorique aux transformations que peut décider l'humain pour lui-même, tout en restant humain. Bien, enfin, je dirais que voilà, il y a une frontière qui est encore plus délicate à dépasser, qui est celle de la pensée et encore plus celle du libre arbitre. Je vais sans doute abréger encore davantage là-dessus. Pardon, oui, ça. Voilà. Du coup, oui, je m'avance un petit peu, je m'excuse parce que je suis trop long. J'ai évoqué rapidement différents risques, mais il est évident que les transhumanistes, tous les transhumanistes, se posent la question aussi, mais voyons, même si nous sommes au courant, nous voyons bien, nous ne sommes peut-être pas si naïfs que ça, est-ce qu'il n'y a pas tout de même de bonnes raisons d'encourir ces risques? Jusqu'à présent, pratiquement depuis un jour et demi, peut-être bientôt 2 jours, nous avons surtout vu le côté pile, tous les risques que peuvent nous faire courir cette cyborgisation en route. Est-ce qu'il n'y a absolument rien de bon à trouver là-dedans? Les transhumanistes essaient de creuser également dans cette direction-là. Alors, je vais aller également très très vite sur quelques exemples. Je pourrais dire... Pardon, excusez-moi, oui, je voulais donner quelques exemples sur là où nous en sommes à propos de la manipulation possible ou l'intervention possible de la pensée, même de la pensée consciente. Premier espoir, si vous voulez, qu'on pourrait peut-être se permettre de nourrir, c'est de dire que, par exemple, avec une durée de vie considérablement augmentée et pas d'une immortalité, excusez-moi, les transhumanistes, 95% des transhumanistes, quand j'utilise le terme immortalité tout court, c'est toujours de manière symbolique, ils veulent juste dire extension radicale de la durée de vie en bonne santé. Pour la très très grande majorité d'entre eux, il ne s'agit pas d'un concept métaphysique. L'immortalité absolue ne les intéresse pas. On tombe dans la foi, excusez-moi. Mais le point de vue de départ est en général quasiment, très très majoritairement matérialiste. Donc bien sûr qu'il y a la mort. La mort de la mort est un slogan. Il n'est jamais question d'envisager autre chose que d'étendre, encore une fois, très longuement notre espérance de vie, ou plutôt notre durée de vie en bonne santé. Donc, ne tombons pas dans ce fantasme-là. On se trompe, on se met à essayer de décortiquer quelque chose qui n'existe pas. Par contre, une espérance de vie, une durée de vie en bonne santé, même considérablement rallongée et progressivement allongée. Je rappelle qu'on ne gagne jamais qu'un an de vie chaque 365 jours. Ça ne se fait pas comme ça de devenir millénaire, hein, enfin d'avoir 1000 ans. Donc, le fait de durer beaucoup plus longtemps, on peut imaginer que cela permette d'avoir bien plus de chances de se réaliser dans la vie, d'échapper peut-être davantage, plus facilement, à là d'où on est. On sait bien que ce sont les inégalités sociales, là où on est né, la famille dans laquelle on est, qui est le facteur le plus déterminant des inégalités. Eh bien, on pourrait espérer multiplier les chances avec le temps, gommer les inégalités héritées de la naissance et du cadre social. Très vite, bon là aussi on a déjà parlé de Donna Haraway et du Cyborg Manifesto, même si donc sous la plume de Donna Haraway, c'était essentiellement symbolique. Aujourd'hui, on a la possibilité de passer dans le concret, le pratique, et pourquoi pas donc améliorer considérablement, permettre une meilleure réalisation de l'égalité homme-femme. Je ne détaille pas. La perspective du cyborg, ça pourrait être aussi celle d'une plus grande justice sociale.
l'idée de techno-progressisme ou de transhumanisme démocratique. Elle a d'abord émergé sous la plume de James Hughes, un autre Américain. Et tous les Américains ne sont pas à mettre dans le même sac, même si celui-là est de la côte Est. Donc, il nous amène à nous rendre compte qu'on peut interpréter le transhumanisme avec des valeurs sociales, éventuellement avec même des valeurs sociales radicales. Tout dépend de la manière dont nous allons utiliser le cyborg. Donc, il est urgent de penser à un autre transhumanisme. Je vais presque en aller tout de suite là aussi pour gagner du temps. Voilà, si on ne fait rien, en effet, si on baisse les bras, peut-être que là où on va, là où nous amène le GAFA, bon là il y a écrit Banking Industry si vous voulez sur la valise, sur le cartable, mais on pourrait écrire GAFA si vous voulez dessus. Hein, peut-être que l'évolution, en effet, elle ressemblerait plutôt à celle-là. Mais tout dépend de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'intention de baisser les bras? Est-ce que vous estimez qu'il n'y a absolument rien à faire par rapport à l'évolution qui nous est proposée par la Silicon Valley? Les technoprogressistes pensent qu'on peut penser transhumanisme en cherchant à éviter cet abîme. Alors, il y a tout un ensemble de propositions. Je vais là aussi éviter dans les énoncés, enfin, je vous en aurais présenté quelques-unes, mais il est évident que donc, une association comme Technoprog se donne pour objectif d'essayer de faire des propositions très concrètes en termes de financement, de budget, d'intervention dans le budget de l'État, etc., pour essayer d'orienter différemment la cyborgisation en cours. Hein, dans le politique, il y a des décisions politiques qui sont prises tous les jours et qui vont dans cette direction. En nanotechnologie, on est passé de 1000 à 1500 substances à base de nanotechnologie dans les 4-5 années qui viennent de passer. Et je vois les rapports qui tombent et qui disent quasiment la même chose depuis 5 ans au niveau, par exemple, prise en compte des risques, budget attribué aux risques. On continue à faire presque rien. Donc je termine, excusez-moi pour le débord. Les transhumanismes pousseront donc la France et l'Europe en général à favoriser une politique de recherche et de développement d'excellence dans le domaine des NBIC, mais cette excellence comprend la prise en cause des risques, l'étude des risques en amont, et éventuellement pour pouvoir dire non avant le passage à la technologie, avant le passage à la mise sur le marché. Nous nous réjouissons plutôt que le projet Human Brain Project donc a été choisi par l'Union européenne comme projet phare. Ce projet il vise à simuler sur un ordinateur et à mieux comprendre le cerveau humain. Cela peut avoir des conséquences gigantesques en termes de cyborgisation. Ce projet. C'est un projet qui est pratiquement aussi vaste que le CERN, quelque part. C'est des milliers de chercheurs qui vont être appelés à travailler ensemble pendant très longtemps. Il faudra aborder les retombées de ce projet-là sans tabou et sans enthousiasme débridé. Face à cette évolution qui est en cours, le professeur Matteux l'a encore dit hier, il ne faut pas recevoir ou aborder les questions dans la peur. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des conseillères. Au contraire, pour les technoprogressistes, il faut œuvrer pour que l'humain devenant machine, la machine devienne humaine. À cette condition, notre avenir cyborg pourra être celui d'un formidable progrès humain. Je vous remercie.